Bonjour. Nous sommes très heureux d'accueillir Benoît Ducron, conservateur général du patrimoine, directeur du musée du Rhin-Rodez, dont fait partie le musée Soulages. Médiéviste de formation, Benoît Ducron devient conservateur en 1988 et participe activement à la construction du musée d'art et d'histoire de Langres avant de rejoindre le musée de l'abbaye Sainte-Croix des Sables d'Olonne, où il a réalisé de nombreuses expositions, parmi lesquelles celle consacrée à l'artiste américain Peter Seul, les graphistes de Bazooka, les peintres François Rouen, Marc Duronchamp et Philippe Cognet, ou encore les grands artistes d'art brut italiens Carlo Sinelli, et en 2008, la première présentation en France des images non peintes d'Émile Nolde. Grand spécialiste de l'art brut, et notamment de Gaston Chessac et Jean Dubuffet, il a publié à la correspondance Chessac-Jakobski et prépare actuellement une monographie sur les peintres. Pour l'ouverture du musée Soulages à Rodez en 2004, dont Benoît Ducron a assuré toute la construction aux côtés de Pierre Soulages, il inaugure la première exposition temporaire intitulée Les outres noirs en Europe et consacre à cette production que Soulages appelle Les outres noirs. Elle rassemblera près de 25 des étoiles que l'artiste a réalisées de 1979 à nos jours, thème dont il va nous parler aujourd'hui avec une communication intitulée Les Noirs, une couleur, Pierre Soulages. Un grand merci Benoît Ducron d'être avec nous aujourd'hui et la parole est à vous. Merci. Bravo. Alors, je suis ravi de vous rencontrer et je vais m'efforcer de vous faire une intervention détendue. J'aime bien enchaîner des images et puis autour de ces images apporter des précisions, expliquer un petit peu. Quand Arnaud m'a demandé de faire cette communication, j'ai mis Pierre Soulages, le noir, une couleur, point d'interrogation, parce que très honnêtement, la question du noir qui est une couleur et qui n'est pas une couleur, les deux thèses s'opposent, c'est un peu le sexe des anges. C'est un peu, pour moi, c'est toujours été un peu compliqué. Par contre, je vais essayer de vous faire quelque chose de vivant et vous faire comprendre un petit peu. On va rentrer dans le musée, on va voir les œuvres, on va voir 5 domaines: la peinture sur papier, la peinture sur toile, les eaux fortes, et puis les vitraux de Conques, pour montrer un petit peu ce rapport de Soulages et du noir. La première idée qui m'est venue, en fait, quand il s'agissait de parler du noir et de Soulages, je suis régulièrement interrogé à la fois par des visiteurs ou par des journalistes ou par simplement des gens qui veulent se renseigner, et on dit toujours Pierre Soulages, le maître du noir. Donc il s'agirait probablement que Pierre Soulages serait une sorte de Dark Vador de la peinture, le noir. Et pour moi, j'avance. Voilà. Ça va, vous m'entendez mieux? Bon. Pour moi, je tiens à pondérer un peu tout ça et plutôt à vous apporter un petit peu mon expérience, puisque le musée Soulages, j'ai quelques photos du musée Soulages que je vous présenterai à la fin de mon intervention. Le musée Soulages présente des œuvres de Pierre Soulages. C'est le premier musée, en fait, depuis bien longtemps, réalisé avec un artiste non pas vivant, mais en activité. Il n'y a rien de plus désagréable pour une personne âgée de savoir qu'elle est encore en vie. Donc c'est artiste en activité, puisque Soulages va avoir 102 ans le 24 décembre 2021.
c'est que quand on rentre dans le musée, on voit des œuvres de 1934 à 2019. Mais on pourrait voir jusqu'à 2021. Vous savez, il y a des peintres qui ont la vie dure, qui vivent assez vieux. On parlait de Titien, mais pour Picasso, Jacques Monory et d'autres. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de voir, au fond, le noir est une couleur. Est-ce qu'il n'y a que du noir dans Soulages? Et moi, je dis que non, puisque quand on visite le musée, donc on a 70 ans de peinture, et on voit d'autres couleurs que le noir, et surtout on voit beaucoup de blanc, mais surtout de la lumière. Donc il me semble que le noir de Soulages, comme le moulin et l'eau, ou le moulin et le vent, ben, c'est tout simplement ce fameux noir, et c'est la lumière. Et c'est un peu à ça, au bout maintenant de 6 ans d'ouverture du musée, dont je me suis rendu compte finalement en faisant visiter Pierre Soulages. Il y a aussi une chose qui est intéressante, qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on parle de Pierre Soulages, c'est qu'il faut avoir à l'esprit que voilà un homme qui, outre le fait, le plaisir qu'on a travaillé avec, ça fait 12-13 ans que je travaille avec Soulages, que je le vois régulièrement, que je l'ai au téléphone, et c'est quand même assez fantastique, c'est comme le chat qui a je ne sais pas combien de vies, mais Soulages, il a beaucoup de vie, et quelque part, au fond, c'est peut-être le peintre du noir, mais je dirais des noirs, N-O-I-R-S. Et ce qui est absolument passionnant aussi, et c'est peut-être le métier qu'on fait, et vous aussi en tant qu'étudiant, en tant que praticien et artiste ou enseignant, plus tard je ne sais pas ce que vous ferez, mais ce qui est intéressant c'est de capter la parole, d'écouter les gens. Et moi j'en ai déduit qu'en fait Soulages, il a enterré absolument tous les peintres. Je me souviens encore du jour de la mort de Mathieu, qui n'était pas du tout sa tasse de thé, parce que Mathieu était gestuel et pas Soulages. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il peut vous dire, 1946, j'étais avec Nicolas de Staël, 1947, j'étais avec un tel, les Noëls autour de 1950 avec la famille d'Yves Klein, son père, Fred, sa mère, Marie-Raymond, Yves Klein lui-même. Yves Klein et Pierre Soulages, justement, c'est aussi un clin d'œil intéressant. Ils partageaient le même marchand de couleurs, qui était au départ, il faut quand même le savoir, un marchand qui vendait des pinceaux pour le bâtiment et qui a fait les peintures de Pierre Soulages, mais qui a aussi fabriqué, sur les conseils d'un chimiste et donc d'Yves Klein, le fameux IKB, le bleu Klein. Voilà. Donc c'est quand même très intéressant parce que le clin d'œil, d'un côté, vous avez un peintre qui est monochrome, Thierry en a parlé ce matin, qui est dans une sorte d'archétype parangon en fait de monochrome. Et puis d'un autre côté, vous avez Soulages qui est monopigmentaire, c'est-à-dire que il y a beaucoup de noir de toutes les paroisses, de toutes les consistances, de toutes les matités, brillances, etc. Donc il y a une différence notoire entre un centimètre carré d'une œuvre d'Yves Klein où vous avez la même couleur en haut et en bas, et qu'une œuvre de Soulages, le noir, il est effectivement différent. Donc, pourquoi Soulages est intéressant? Parce qu'il est à ma connaissance, d'abord c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, et il est à ma connaissance un des artistes qui finalement, moi quand j'étais étudiant, on m'expliquait que le passage de l'art moderne à l'art contemporain, maintenant j'avoue que je suis un peu perdu dans tout ça, mais au fond, Soulages, il est moderne et contemporain, finalement, parce qu'il continue à travailler, certes, et puis d'autre part, il a connu donc toute cette vie de la peinture d'après-guerre. Donc il y a des noirs, il y a pourquoi ce noir, et au fond j'ai tiré quelques textes en fait. C'est un livre intéressant, il a été publié par Jean-Michel Lehanoux, c'est des textes, des dires et des écrits de Pierre Soulages. J'ai tiré quelques textes en fait qui permettent d'expliquer cette histoire du noir, et puis je me suis amusé aussi à trouver quelques exemples, voilà, assez librement. Alors là vous avez une photo de Pierre Soulages, c'est au Martin Gropius, musée Martin Gropius à Berlin. Sandrine elle connaît. C'est Pierre Soulages. Pierre Soulages, là, à 93 ans, 1m94, 130 kg, habillé tout en noir.
Alors déjà, ça pose le côté, justement, on parlait de la dramaturgie. Il n'y a pas de dramaturgie dans le noir, en tout cas pas chez Soulages. Il y a chez lui une espèce de, comment dire, le fait de s'habiller en noir, c'est une espèce de rigueur, c'est une espèce de simplicité, c'est une manière de, un peu comme le design des années 70. Moi je pense, quand on avait 3 poils au menton, on se faisait offrir un rasoir Braun, hein. C'est vraiment quelque chose d'absolument fantastique avec ce noir mat. Je ne sais pas trop maintenant ce que c'est devenu, mais en tout cas, c'est une image de sobriété, de simplicité, et tout simplement, c'est relativement inadmissible, et c'était le cas chez Soulages. J'ai une belle histoire à vous raconter ensuite, de vivre justement en noir, en sachant que le noir, c'est cette distinction, cette sobriété, en tout cas, ça n'a aucun caractère dramatique. Alors l'histoire que je veux vous raconter, c'était justement, le musée venait d'ouvrir, et j'ai eu la visite de Chantal Thomas. Donc vous voyez qui c'est une créatrice de mode, un petit peu plus jeune que Pierre Soulages, avec la frange. Et il y a 2 choses qui m'ont marqué. Je reviendrai encore sur Chantal Thomas quand on parlera du bleu. Elle me dit, moi, quand j'étais adolescente, à 13-14 ans, j'étais habillée en noir parce que c'était mon choix. C'était beaucoup plus intolérable dans les années 40, 50, de s'habiller en noir quand on était une jeune fille, une adolescente, et qu'on était le noir. C'était pas possible, c'était la couleur du deuil, c'était sa grand-mère ou sa mère qui s'habillait en noir, et ça durait des années, hein. Donc il y a cette idée justement du noir, de cette simplicité. Donc voilà un petit peu pour Soulages, pour la présentation de l'homme. Donc quand on va voir Pierre Soulages, il n'est évidemment pas toujours habillé en noir, mais toujours, je l'ai pratiquement toujours connu sombre comme ça, et voilà, parce que ça lui, quelque part, ça lui va au teint. Et pourquoi le noir? Et Soulages dit, ben pourquoi pas, voilà, hein, donc... Alors, c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Sandrine tout à l'heure, par rapport à la phrase que Picasso aurait prononcée. Voilà, ce que dit Soulages, c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Ça veut dire que les artistes d'après-guerre, après les catastrophes des camps de concentration, et je dirais une espèce d'une manière très différente de voir l'humain, ça accélère bien sûr le phénomène du non figuratif, mais il y a aussi la recherche de la matière, du matériau et de la technique. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Donc il y a une constante chez Soulages, c'est ce qu'il écrit en 1951, eh bien il le dit encore en 2021. Voilà. C'est-à-dire que ce sont aussi, ça c'est un autre point, que les artistes ne font pas de l'autofiction, mais par contre en tout cas assurent par leurs écrits une pensée théorique qu'ils essayent de poursuivre jusqu'au bout, et Soulages, il est comme ça. Donc, d'une manière un peu savante, on appelle ça de la sérendipité. Hein, c'est de la sérendipité, ben, c'est tout simplement par le fait du hasard, par le fait de la technique, eh bien, on arrive à un résultat et on fait des essais. Exactement comme Pierre et Marie Curie, qui font plein d'exemples, en fait, qui testent plein d'exemples comme ça de vaccins avant d'arriver au résultat qu'ils cherchent. Bon, rapidement, la maison natale de Pierre Soulages, il est né donc à Rodez en 1919, rue Combarel. C'est juste à côté du musée, c'est à 200 mètres du musée. Alors il y a 2 choses qu'il faut comprendre, c'est que son père était artisan, faisait des charrettes à cheval. Cette rue Combarel, c'est la rue des artisans, donc il est passionné à la fois par la fabrication de l'outil. Donc c'est pas un hasard si Soulages a été immédiatement ami avec les gens de Support Surface. Et puis il a cette passion en fait pour la main, pour la création et pour la main. Alors, en face de cette maison, il y a l'hôpital, et il s'est passé quelque chose d'assez fondateur quand Soulages était gamin, c'est-à-dire qu'il a vu une tache, et il a vu une tache sur le mur, et donc cette tache sur le mur, c'est une tache de graisse, une tache de goudron, et à partir de cette tache de goudron, il a imaginé que cette tache de goudron pouvait signifier quelque chose. Ce n'est jamais que le fameux mur de Léonard de Vinci, vous savez, un mur couvert de moisis, ça représente un paysage. Donc, c'est une manière dont on peut aborder le non figuratif. Alors, en quelques mots, Soulages, il est entre l'apprentissage, puisqu'il a fait l'école des Beaux-Arts, il a fait une préparation de l'école des Beaux-Arts à Paris en 1938, il a fait 1 an et demi à l'école des Beaux-Arts à Montpellier, et
le fait d'être autodidacte. Il est un peu entre les deux. Et très rapidement, il faut comprendre que dès 1946, il expose. Pour vous situer un petit peu, en 1946, il expose avec des gens qui lui sont très proches. Le critique, c'est Michel Ragon. Les artistes qui sont avec lui, c'est Jean-Michel Atlan. C'est évidemment, on parlait de Staël, c'est Schneider, c'est Hartung. Donc il est dans ce milieu qu'on appelle l'abstraction. L'abstraction ne veut, pour les gens de la génération de Soulages, abstraction, ça ne veut rien dire. En France, on parle d'école de Paris, ce n'est pas le moment d'en parler aujourd'hui, mais en tout cas, c'est du non figuratif. Mais dans l'esprit de Soulages, quand il parle de sa peinture, il parle d'art concret. Et l'art concret, concrètement, facile, c'est quand même, dans les années 50, un art véritablement, c'est l'art qui est hérité de Mondrian, néoplasticisme, etc. C'est un art géométrique. C'est pour dire que pour ces gens-là, ça n'a pas de signification de dire abstrait. Et quand Soulages parle de sa peinture, il parle de réel. Et le noir a une réalité. C'est à ça que je voulais arriver. Une peinture pour vous montrer que, bon, voilà, Soulages en 1934, au musée, on a beaucoup d'œuvres comme ça, anciennes, de Pierre Soulages, que même la peinture figurative, elle devient très rapidement un peu effilochée, les couleurs sont simplifiées. Moi, je rappelle toujours que Mondrian a commencé par peindre des arbres. Si vous allez à La Haye, vous allez voir des belles peintures de Mondrian qui représentent des arbres, ou même regarder la série des arbres aussi de Gustav Klimt. Eh bien, on voit que justement, ça sert à faire quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà. Donc Pierre Soulages, qu'est-ce que c'est que de regarder une œuvre de Pierre Soulages? Alors moi je dis que c'est d'abord une table de ping-pong à trois côtés. C'est un objet de Karelman. Karelman, c'était un type qui venait du surréalisme et qui faisait des objets impossibles. Donc c'est une table à trois côtés. Donc d'un côté, je reprends un petit peu ce qu'a dit Thierry ce matin. D'un côté, il y a l'œuvre qui est laissée à la contemplation du regardeur, donc un côté de table. Deux côtés de table, donc premier côté de table, l'œuvre. Deuxième côté de table, c'est le regardeur. Et troisième côté, c'est l'artiste. Et donc, on essaye de jouer au ping-pong avec ces trois côtés. Je suis incapable de vous dire comment est fait le filet de cette table de ping-pong. Mais c'est comme ça que Soulages voit sa peinture. Et c'est aussi fondamental. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Soulages ? Vous pouvez arrêter la conférence après ces 6 lignes. Une peinture est un tout organisé, un ensemble de formes, lignes, surfaces colorées sur lesquelles viennent se faire ou se défaire les sens qu'on lui prête. Ça fait référence à une phrase célèbre de Maurice Denis, du peintre Maurice Denis, qui explique qu'une peinture, c'est un ensemble organisé, mais qui représente quelque chose. Un cheval, je ne me souviens plus exactement ce que dit Maurice Denis. Le contenu de cet ensemble n'est pas un équivalent d'émotion, de sensation, il vit de lui-même, donc c'est la vie de l'œuvre. Ces relations entre les formes sont un transfert de relations de l'univers à une autre signification. Donc on en a parlé un peu ce matin, c'est microcosme, macrocosme. Dans ce cas-là d'essentiel, la peinture est une humanisation du monde. Donc c'est une vision humaniste, en fait, poétique, et c'est ainsi que Soulages voit les choses. Alors voici une première peinture de Soulages de 1948. On voit très bien que toute la peinture n'est toujours quelque chose. Donc là, il y a la grille cubiste qu'on reconnaît, il y a des formes droites, on a des formes grèges, beige, noires, et on a des formes rondes. Et on a une sorte de traversée de l'espace. Ça, c'est des Soulages de 1946, Et donc, c'est la première exposition de Pierre Soulages. Et justement, on en parlait aussi ce matin, il est repéré par un vieil artiste, vieux séducteur, vieux dadaïste, vieux surréaliste, ex-post-impressionniste, c'est Picabia, qui lui dit « Avec le talent que vous avez et la jeunesse que vous avez, vous ne tarderez pas à vous faire des ennemis. » Donc en fait, il y a un milieu dans lequel ces artistes essayent de faire quelque chose qui va au-delà, en fait, de la peinture, même de la peinture abstraite, de la période, quoi. Et Soulages, très immédiatement, il va trouver une radicalité,
Et cette radicalité, il va la trouver dans le noir. Alors, voilà ce que dit Soulages du noir. Le noir est antérieur à la lumière. Avant la lumière, le monde et les choses étaient dans la plus totale obscurité. Avant la lumière sont nées les couleurs, le noir leur est antérieur, antérieur aussi pour chacun de nous, avant de naître, avant d'avoir vu le jour. Ces notions d'origine sont profondément enfouies en nous. Est-ce pour ces raisons que le noir nous atteint si puissamment? Je me souviens d'un soir où Soulages me dit, mais le comble du noir, c'est de contempler dans une grotte, dans l'obscurité, une fresque pariétale qui est faite du charbon de bois. Donc, tout ça pour vous dire que le noir, c'est aussi une abstraction. Je veux dire, on broie du noir, ça veut dire quelque chose. C'est une abstraction. Hein. Donc, le vocabulaire du noir, on le sait, c'est un vocabulaire qui touche à la fois de quelque chose qui est immatériel et matériel. Il y a la matérialité du noir, comme la matérialité de la peinture, et il y a l'immatériel. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Et le noir, il est varié. Un jour, on m'a téléphoné parce que, comment il s'appelle cet artiste indien Anish Kapoor. Anish Kapoor a acheté un noir militaire. Nous, les gens de notre génération, on avait beaucoup de mal à se débarrasser des vestes kaki, mais lui, il a acheté un noir militaire. Donc il a acheté un noir militaire qui est un noir extrêmement profond, et il en a le droit, parce que ce noir-là, il est insondable. Et c'est pour ça qu'on l'utilise pour des raisons militaires. Et il dit, mais qu'est-ce qu'en pense Soulages? Alors Soulages me dit, moi je ne veux pas m'emmerder à ça, vous allez lui répondre, le noir appartient à tout le monde. Ça, j'ai trouvé ça aussi très, très chouette. Alors, premier rapport, première étape, Soulages et le noir, on va dire le sombre, le noir, l'encre, le brou de noix ici. Donc il va peindre des feuilles comme ça entre 46 et disons 51 au brou de noix. Le brou de noix, c'est plus ou moins noir, c'est plus ou moins marron. C'est un pigment qui sert à teinter les meubles. Et donc, il peint sur des feuilles de papier, mais ce qui l'intéresse, c'est clairement les clairvoies. C'est-à-dire, clairement, les clairvoies, ça veut dire tout simplement, c'est la lumière qui arrive derrière des formes, puisque de toute façon, les peintres comme Pierre Soulages sont des gens qui restent encore très très proches d'une espèce de grille abstraite, comme on le trouvait dans le cubisme ou dans le post-cubisme, mais aussi des gens qui restent très proches, et c'est le cas ici, par exemple, d'un univers qui est un univers naturel, un univers organique. Les peintres n'inventent rien, ils ne font que transformer des choses qui existent. Donc, en fait, ces œuvres de 46, 47, 48, 49, en tout cas de 46 à 48, elles vont être présentées en Allemagne, Grosse Ausstellung, Französischer Abstrakter Malerei, ce qui signifie grande exposition de peinture abstraite française. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Un brou de noix. Mais le brou de noix, il y a deux types d'affiches, j'ai pas l'autre. Soit vous avez noir sur fond blanc, soit blanc sur fond noir. C'est-à-dire que la défense du titre est en blanc, et donc l'œuvre reproduite de Pierre Soulages redevient noire. Donc il y a toujours ce jeu, espèce de clignotant finalement, entre le noir, le blanc du papier, si on veut, la lumière. Et donc pendant très très longtemps, l'œuvre de Soulages, ça va être ça. C'est-à-dire comment on va traverser du regard l'œuvre pour arriver jusqu'au fond blanc, puisque de toute façon, ce blanc va revenir vers vous. Voilà. Et on le retrouve dans ses estampes, on les trouve dans ses peintures sur papier, on les retrouve aussi dans ses premières peintures. Soulages, on peut le séparer en deux. On va dire 46, 1979, et 1979, on y reviendra tout à l'heure, c'est le fameux outre noir. Donc, évidemment, ce qui diffère Soulages des artistes de l'expression de l'abstraction française, qui sont des artistes un petit peu chèvre-chou, qui hésitent un petit peu entre la peinture figurative et la peinture abstraite, ce qui les fait vraiment différer, et ce qui fait différer Soulages, c'est sa radicalité. Et c'est pour ça que Soulages, avec Hartung, et chez Samuel Coutts, est présenté à New York dès 1949. La première exposition de Pierre Soulages, une exposition de groupe, c'est 1949. Il n'y a pas tant d'artistes comme ça, français,
qui exposent à New York à cette époque-là. On doit ensuite, il y a Hartung, Soulages, et au début des années 50, il y a Léo Castelli qui, lui, expose des artistes qui sont de la troisième génération des abstraits, qui sont Claude Visieux et Claude Georges. Voilà. Et c'est quand même intéressant de savoir qu'au même moment, alors on ne va pas discuter ici, on ne va pas refaire l'histoire de l'Amérique qui tue la France, qui tue l'Europe, etc., le basculement de l'avant-garde de Paris vers New York, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Soulages était quand même un artiste connu aux États-Unis dès 1949. Et il est un pays, et il est connu pour sa radicalité. Donc effectivement, les rapports au noir, évidemment, on pense à Franz Klein, bien sûr, mais il n'y a pas que Franz Klein. Alors, ça c'est mon clin d'œil. Victor Hugo, La planète œil, encre de Chine. Il y a un an, j'ai présenté des aquarelles et des encres de Victor Hugo au musée, pour justement ce rapport à l'obscurité, le noir, la lumière qui naît du noir. Il suffit de lire n'importe quelle les contemplations de Victor Hugo, et dans les contemplations de Victor Hugo, je vous invite à le relire, ou à le lire, en lire quelques pages. Eh bien, il y a ce rapport poétique justement à l'obscurité, au gouffre, au noir, à l'obscurité, la lumière, etc. Et voilà ce que dit... C'est vraiment un bonbon ce truc, c'est sympa. Alors voilà ce qu'il dit de Victor Hugo, Pierre Soulages. Au cours de l'interrogation des hasards, de la peinture ou des taches d'encre, il y a deux chemins qui divergent, deux conduites. Celle allant vers l'image, celle de Hugo et de beaucoup d'autres, et celle d'une peinture trouvant sa raison d'être dans le pouvoir des qualités physionomiques des formes peintes, couleur, valeur, transparence, opacité, matière, proportion, etc. Organisation d'où naît le rythme, la lumière, l'espace, que l'arrivée de l'image compromet dans une description. Donc, en fait, Soulages fait à l'envers, il adore Victor Hugo, et on a des œuvres des années 63, par exemple, au musée, où il y a ce rapport véritablement à Victor Hugo, avec ce noir qui domine, extrêmement radical, la lumière qui vient du fond, qui est une lumière irréelle, mais il fait, en gros, du Victor Hugo à l'envers. C'est-à-dire que ces artistes abstraits font quelque chose, et avec des formes, ça peut évoquer quelque chose, et c'est justement intéressant d'un point de vue pédagogique, avec des groupes en médiation, c'est très intéressant à montrer, mais d'un autre côté, c'est le contraire. Et à la fois, il y a cette fascination pour la lumière. Alors, retenez bien Victor Hugo, parce que Victor Hugo, il va décrire une image que je vous montrer après, qui est une eau-forte de Rembrandt. Donc voilà une œuvre sur papier de Pierre Soulages. On voit très bien qu'en 1947, il reste encore un artiste plus conventionnel, avec des grandes formes de noir, l'utilisation d'un pinceau large, d'outils qu'il va fabriquer. Il n'y a rien de gestuel, si ce n'est peut-être cette petite tache à gauche qui coule, mais il y a quelque chose de sculptural. Donc, quand on parle de Soulages à cette époque-là, en particulier des critiques, disent qu'il y a ce signe noir, qui est très fort, une élévation comme une sculpture. On peut très bien imaginer que ça pourrait être de la même période une sculpture de Jacques Villéglet, par exemple. Voilà pour ce noir. Donc, Soulages, à cette époque-là, dans toute l'Europe de l'Est, c'est-à-dire l'Allemagne, la Scandinavie, la Suisse, il est considéré comme un artiste rigoureux, déjà comme un peintre du noir, et à la fois, il y a ces formes qui le ramènent quand même à des signes. Il ne faut pas oublier que dans les années 50, 60, c'est la sémiotique, tout ça, ça se met en place, le structuralisme. Et donc, en fait, il y a ces formes qui sont des formes extrêmement fortes. Mais la lumière vient toujours. Là, c'est un peu jaune parce que le papier a jauni, et c'est des œuvres qui sont marouflées. Mais nous, on a des œuvres qui sont tirées des tiroirs. Il y a ce fond blanc et ce noir très profond. Il utilise même du noir d'imprimerie. Les imprimeurs vont vous dire qu'on fait le meilleur noir avec toutes les couleurs. C'est un bouillon, le noir. C'est toutes les couleurs qui font le noir. Donc les peintures sur toile, bon, je ne vais pas revenir sur cette œuvre-là, mais c'est le même principe, c'est une peinture sur toile, c'est une des œuvres qui a été achetée donc par le MoMA, donc c'est une œuvre de Pierre Soulages, elle n'est pas très haute, elle fait environ 1,50, 1,30 de haut et peut-être 70, 80 de large, et donc on retrouve ce rapport avec ces barres noires, ce signe noir,
qui vont finalement, au fur et à mesure, peupler complètement le tableau. Alors, voilà, alors j'ai pris cet exemple par hasard, ça c'est 52, et ça c'est 48. Voilà une œuvre, j'ai pris celle-ci au hasard, une œuvre au même moment de Hans Hartung. Hartung et Soulages sont amis. Le noir chez Hans Hartung, c'est une écriture, clairement, et le noir, il est là au milieu d'autres couleurs. C'est tout à fait différent, c'est très différent dans l'esprit de Pierre Soulages. Voilà aussi l'utilisation du noir chez Soulages. Alors ça, c'est une œuvre de 56. Le fond, alors Soulages utilise des outils, comme vous le savez. Il utilise des pinceaux larges, des spalters, qui sont des pinceaux de peintre en bâtiment. Et il utilise aussi des racles pour, justement, passer son noir. Voilà. Alors, évidemment, le champ pictural n'est pas complètement rempli. Alors là, après, Michel Ragon dit que c'est une architecture. À l'époque, Michel Ragon commence à travailler sur les architectures de gare, en fer, celle-ci, pas comme les bénédictins qui est en, je sais pas quoi, en pain d'épices. Hein. En tout cas, c'est une grosse... C'est bien, il s'intéresse à ça, mais certains disent que c'est des signes, certains disent que c'est une écriture. Il faut savoir que le peintre Franck Tobey, il s'est converti au Shinto, il est déjà au Japon. Voilà, et donc c'est ça que je voulais vous montrer, et je vous en montrerai d'autres. C'est tout simplement qu'il y a du noir sur un fond blanc, il y a la transparence, il y a le fait qu'on racle la surface de la peinture à l'huile pour faire réapparaître ces petites fenêtres qui font venir la lumière. Il est bien évident que si vous n'avez pas ces fenêtres, si vous n'avez pas ces espèces de mouches charabia, la peinture n'est pas du tout la même. Donc, déjà, en 1960, le noir, le sombre, joue avec la lumière. Et il y a des couleurs. Donc, soit des couleurs comme celle-ci qui rappellent le brun noir, bon, les outils de Soulages, bon, voilà, les brosses, etc. Quand on va dans l'atelier de Soulages, d'ailleurs, si vous allez à Antibes, allez voir l'atelier à la fondation Hartung, l'atelier de Hartung, c'est aussi très intéressant pour voir les outils qu'ils utilisent. Voilà, bon, ça c'est un des ateliers de Pierre, ça c'est la rue Saint-Victor à Paris. Et donc on trouve toujours cette technique d'un noir beaucoup plus épais, passé à la racle ou passé avec un pinceau large et en manière de retrouver la lumière. Voilà, donc Soulages, comme vous le savez, j'aime beaucoup cette photo parce qu'il a une cigarette. Maintenant on a tendance à enlever les cigarettes sur toutes les photos. Vous voyez, il a une cigarette. Alors il peint au sol. Et il fait couler ses œuvres, et on le voit très bien ici, sur une œuvre comme celle-ci, par exemple. C'est une œuvre de 67. Justement, là, on revient à Marthe. C'est ce qu'on appelle une peinture gouttière. Là, il pose des gouttières sur la toile qui est au sol, et il fait couler la peinture, il la soulève un petit peu, et on a comme ça des bleus qui sont quand même beaucoup plus léger, mais qui vire au noir. Voilà, donc les couleurs de Soulages. Alors, il y a des bleus, il y a des jaunes, il y a des verts, il y a des rouges, des oranges. Alors, maintenant, on va arriver à l'outre noir. Je vais m'attacher à l'outre noir, puis après, je vais voir le temps qui me reste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'outre noir? Parce que, de toute façon, la plupart des œuvres de Soulages que vous verrez dans des musées, Soulages a peint à peu près 1750, 1800... peinture sur toile, pour les papiers on ne sait pas, mais disons qu'il en a plus de la moitié, maintenant c'est des outres noirs. Un jour je peignais, donc vous imaginez, la scène se passe rue Saint-Victor, dans l'atelier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans forme, sans contraste, sans transparence. Dans cet extrême, j'ai vu en quelque sorte la négation du noir. Les différences de texture réfléchissaient plus ou moins à la lumière, et du sombre émanait une clarté, une lumière picturale dont le pouvoir émotionnel animait mon désir de peindre. J'aime que cette couleur violente incite à l'intériorisation. Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir, d'autant plus intense dans ses effets qu'elle émane de la plus grande absence de lumière. Alors, c'est toujours très intéressant de voir que Soulages, quand il parle du noir, c'est soit la négation de la couleur, soit c'est la couleur. C'est étonnant parce que je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais c'est intéressant de voir comment il considère le noir,
Parfois, il le considère comme une couleur, parfois, il ne le considère pas comme une couleur, parfois, il le considère comme une couleur, mais dans son rapport, en fait, avec la lumière, c'est très étonnant. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'il y ait une certaine cohérence. Alors, voilà. Alors, voilà, à gauche, là, vous avez une œuvre, je ne sais pas où cette œuvre, où ça a été, je pense que c'était au Centre Pompidou en 79, je dirais, oui. Alors là, on voit à gauche un des premiers outres noirs. Et donc les premiers outres noirs, qui à l'époque s'appellent Noir-Lumière, comme réglissement, l'association du blanc et du noir, si on veut, de la lumière et du noir. Donc on a un noir qui est passé de manière pratiquement égale sur la toile, et vous avez des écoinçons qui découvrent en fait la surface du tableau. Et c'est ça l'invention du loutre noir, et lui raconte que pendant trois mois, il hésite, et donc très progressivement, là on a une œuvre derrière qui doit être des années 80, le noir va tout couvrir. Mais ce noir, il est fait de différentes manières. Ça peut être un noir mat, ça peut être un noir brillant. Quand Soulages parle d'un noir brillant, il dit c'est quand même pas compliqué. Tu prends un boulet de coke, du charbon, je vous rassure, cassé en deux. L'intérieur, ça brille, puisque de toute façon c'est la lignite, c'est brillant. Ou alors plus simple que ça, vous allez dans un garage et vous regardez une tache d'huile de vidange sur le sol, et vous avez un noir qui brille, et encore plus proche de nous, la déesse présidentielle de Gaulle, hein. Un noir brillant, un noir laqué, et c'est ça, cet outre noir. Donc l'outre noir, comment on peut le voir? D'abord, c'est noir-lumière. Ensuite, 79, c'est noir-lumière. En 1989, ça devient outre noir. Parce que dans outre noir, il y a une notion géographique. C'est-à-dire que si vous allez au musée Soulages, je vous y invite quand vous voulez, on a fait une salle où on fait glisser la lumière sur le noir. Francis, il y a eu une des tentatives scientifiques qui ont été faites par des scientifiques de Lausanne, il y a quelques années, pour justement montrer le glissement de la lumière dans la matière noire, la lumière dans le noir. Et donc en fait, c'est une vision géographique, c'est-à-dire que vous vous promenez devant l'œuvre et donc vous voyez cette lumière qui glisse et qui anime, parce qu'une peinture, elle est vivante, elle est donc animée. C'est ça l'outre noir. Et outre noir, géographique, pourquoi ? Parce que ça va au-delà du noir. Un ultra, c'est plus que plus que plus que plus. Un outre noir, c'est plus loin, de l'autre côté, c'est donc cette notion comme outre-tombe, outre-Kiévrin, outre-Atlantique. Ça, c'est une notion très importante. Et ensuite, l'outre noir est ensuite présenté soit sur le mur, soit, depuis 1965, suspendu. Donc il est suspendu dans l'espace. Donc la première fois, ça se fait, je crois, à Houston, aux États-Unis. Et pourquoi ? Parce que le noir a une présence comme une sentinelle. Et donc quand vous regardez cette œuvre noire, vous avez comme une forme de rapprochement entre l'œuvre et vous-même. Et il y a aussi un deuxième point qui est important. Il y a 3 points. Le deuxième point qui est important, c'est que les artistes ont quand même depuis bien longtemps fait sauter les cadres. Donc suspendre l'œuvre dans l'espace, c'est intéressant. Ou alors ils font de la peinture au mètre, comme Pinot Galizio par exemple, on pouvait découper de la peinture au mètre. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, il y a une très forte influence à la fois de l'esthétique de l'architecture scandinave, de Mies van den Rohe, ça aussi, des cloisons, et la redécouverte de la maison japonaise avec les cloisons. Je vous invite à lire, ça c'est un livre merveilleux à lire si vous voulez comprendre le Japon. Il faut lire le livre de Tanizaki, L'éloge de l'ombre. Ça a changé de nom d'ailleurs. D'ailleurs, si vous lisez L'éloge de l'ombre, il y a quelque chose de passionnant sur le noir, parce qu'on explique que la pièce doit être noire, la lumière doit être naturelle, une bougie, et la femme ne peut apparaître que d'une certaine blancheur dans ce noir, et le noir, un peu comme dans la peinture par exemple, je connais que lui, celui qui joue de la viole, là, qui est 17e siècle, de la Tour, oui. C'est un noir avec une corporéité, et ça, c'est très très bien dit dans le bouquin de Tanizaki. Alors, retenez bien L'éloge de l'ombre, ça a changé de nom, parce que ça a été retraduit, c'est chez Piquier, et là on comprend tout justement sur la matérialité du noir.
Donc voilà. Alors évidemment, un exemple d'outre noir, je dirais autour de 2013-2014, je ne vous donne pas toutes les dates, ça n'a aucune importance. Les titres de Soulages, c'est peinture, ensuite c'est les dimensions et la date. Et quand vous allez dans l'atelier de Soulages, c'est le tout dernier moment qu'il inscrit la date derrière la peinture. Plus la peinture se rapproche de la porte du fond de l'atelier, plus elle a de chance de terminer au feu. Voilà. Puisqu'il va éliminer les peintures qu'il ne considère pas valables. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a un noir mat, bullé, qui est en bas. C'est vrai que c'est très difficile de photographier une œuvre de Soulages, très difficile de l'éclairer aussi, et dans la partie supérieure, ligné, puisque c'est un travail qui est fait soit au couteau, à la lame, soit c'est un travail qui est fait au peigne. Et donc, les gens me disent, mais comment il peut donner plusieurs états de noir avec le même noir? Alors très souvent, depuis maintenant une vingtaine d'années, l'œuvre de Soulages, c'est peint à l'acrylique. Donc l'acrylique, ça sèche vite, et il peut avoir une épaisseur. Quand on va dans l'atelier de Soulages, parfois on voit des gros peints comme ça dans des poches à douille, c'est matériel de cuisine, et puis c'est une épaisseur comme de la réglisse, c'est assez, on en mangerait, hein, l'œuvre de Soulages. Et alors les gens disent, mais comment on peut arriver à faire briller comme ça, comme une lame de couteau? Si vous mettez le doigt dessus, vous allez oxyder. Hein. Eh bien c'est très simple. Prenez l'exemple des champs. Actuellement, on est en train de labourer les champs. Vous retournez la terre et ensuite vous lissez la terre avec le fer de la charrue. Le fer de la charrue, c'est bien la même terre, donc c'est bien le même noir, mais va le rendre brillant. Et voilà, c'est ça. C'est comme ça que travaille Soulages, avec des épaisseurs et puis surtout une très grande expérience du matériau, bien entendu. Voilà, donc encore un autre exemple d'outre noir. Voilà, celui-là est très intéressant aussi, parce que la partie centrale est brillante, c'est du noir qui est retourné et lissé, et de chaque côté, donc il y a souvent des polyptyques chez Pierre Soulages, vous avez des noirs de qualité différente. Alors, Soulages, quand il parle de l'outre noir ou du noir, il dit par exemple, le noir n'existe pas, les couleurs sont des folles, la tentation du papillon, les fleurs païennes de l'histoire, les miettes de l'esprit, les confettis. Au commencement seul règne sur le pavois le grand noir monothéiste, le grand Dieu, le serpent dressé. Hein. Ça, c'est pas Soulages qui l'a écrit, c'est Joseph Delteil, l'écrivain, qui l'a écrit à propos de Soulages. Le grand noir, le noir absolu, n'existe pas. Le seul noir absolu, c'est l'absence totale de lumière, celle des souterrains. Le noir absolu est intangible, ce n'est pas une couleur, donc c'est le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est des lumières de toutes couleurs, rouge, bleu, verte, des lumières qui colorent. Le noir est une absence. Le noir est une absence qui ne peut vivre. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'un outre noir de Pierre Soulages, si vous le regardez sans un éclairage, la première fois où je suis allé dans l'atelier de Soulages, Dan McEnroe a emmené, Dan McEnroe c'est l'assistant de Pierre, il dit Dan emmène la lumière, donc il emmène la lumière, une méchante lampe de chantier qu'on achète à Bricorama, vous voyez, à 20 balles, il éclaire, et à ce moment-là on comprend ce noir. Donc le noir, il est débile, en quelque sorte, au sens premier du terme, il est inerte s'il n'y a pas la lumière. Donc c'est pour ça que je pense que Soulages, c'est 51% de lumière, et peut-être, quand il n'y a que du noir, 49% de noir. Alors le vin imprimé, on ne va pas épiloguer là-dessus, c'est exactement le même principe, mais quand là on voit Soulages, c'est une photo qui a été faite par Isis Bidermanas, qui est un grand photographe des années 40-50. D'ailleurs, il y a des photos de lui qu'il a faites dans la région de Limoges, sur les résistants de Limoges, qui sont absolument merveilleuses. Je pense que tu connais, les photos, c'est absolument génial. Et donc, on voit très bien comment il travaille une eau forte. Il défonce une plaque de métal. La plaque de métal, c'est une plaque de cuivre, elle est défoncée. Et donc, ensuite, oui, je reviendrai là-dessus. Ensuite, il travaille cette plaque, il va donc l'imprimer avec une charge de 700 à 800 kg. Et donc, c'est aussi important la forme qui est imprimée sur le papier, mais c'est aussi important toutes ces surfaces neigeuses qui sont dans la surface de l'eau forte et qui ramènent la lumière. Voilà. Et si je vous ai montré ça, c'est parce que j'ai présenté aussi le Docteur Faustus de Rembrandt. Moi, je me suis toujours interrogé de savoir si Rembrandt était un meilleur peintre qu'un meilleur graveur.
En tout cas, c'est un graveur exceptionnel pour qui s'intéresse à la gravure, en particulier à l'eau forte. Alors pourquoi c'est le miroir du miroir du miroir? En fait, ce docteur Faustus, il a été décrit par justement Victor Hugo, qui trouvait que c'était l'essence même de la lumière. Donc cette lumière qui vient comme ça de manière assez mystérieuse justement de la fenêtre. Et donc Soulages, qui lui refait pour gagner du noir, pour cette espèce d'obscurité. Vous voyez bien que cette obscurité, c'est une espèce d'obscurité moléculaire, hein, elle a une épaisseur. C'est un des graveurs préférés de Pierre Soulages, évidemment, qui a une pratique de gravure très importante, puisqu'il y a à peu près 140 numéros dans sa pratique gravée. Eh bien, voilà, c'est cette œuvre-là aussi intéressante. C'est aussi intéressant de regarder les artistes au travers des siècles et de regarder les effets tels qu'ils étaient voulus. Hein. Alors, je vais maintenant accélérer, parce que j'ai promis à Arnaud que ça ferait 50 minutes. Là, je vous l'ai lu. Donc, ça, c'est les vitraux de Conques. Ce qu'il faut comprendre dans les vitraux de Conques, c'est que quand Soulages, il a décidé, quand Jacques Lang lui a demandé de faire des vitraux, où ils ont dit, les légendes de Conques étaient fous furieux parce qu'il disait, ouais, il va faire des vitraux noirs. J'aurais aimé qu'il fasse des vitraux noirs, mais en fait pas du tout. Il a fait des vitraux avec une matière qu'il a créée, très compliquée à créer, opaque. Il faut savoir que les arts du feu, c'est les arts de la magie. C'est le cristal, bien sûr. Il faut relire De Waal, hein. Par exemple, vous devez lire De Waal ici, hein, sur la porcelaine. C'est de la magie, c'est entre la magie, la sorcellerie, le griot, hein, par exemple. Et donc, le verre de Conques, c'est presque de la magie, c'est-à-dire que c'est un verre qui ne devrait même pas exister. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le rapport qu'il a avec les outres noirs, c'est que ce verre, il a le double effet qui se coule. Je m'explique. La lumière traverse ce verre opaque, qui est opaque et non transparent. Ça veut dire que vous avez cette matière vivante qui est la lumière qui rentre dans l'abbatiale, mais comme cette lumière est transportée par le verre, donc ça fait donc un spectre lumineux et ça colorie le verre. Et différentes heures de la journée, vous avez des couleurs différentes à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est pareil. La lumière frappe la surface du verre, et comme sur les outres noirs, donc qui sont des peintures, cette lumière porte des couleurs. Moi, combien de gens j'ai vu au musée me dire le tableau n'est pas noir, regardez, il est vert. Parce qu'effectivement, leur appareil photo a saisi du vert, du jaune, du rouge, enfin le spectre lumineux dont on a parlé ce matin. Donc c'est aussi un peu une figure du hasard. En fait, quand Soulages a conçu les vitraux de Conques, il pensait beaucoup, je pense, à Marc Rothko, et qui, comme lui, était quand même plutôt quelqu'un de spirituel. Enfin, chez Marc Rothko, il n'était pas spirituel, il était carrément religieux. Hein, il connaissait parfaitement la Torah, tous les livres saints hébreux. C'est une expérience, en fait, physique aussi, de déplacement, que de regarder les vitraux de Conques. Si vous y allez, allez-y. Il ne faut pas y aller en novembre, décembre, janvier, c'est pas bon. Après, quand le soleil monte un petit peu, eh bien, vous avez des qualités de couleurs à l'intérieur. Et au fond, ces vitraux ne sont pas noirs, mais ils sont opaques. C'est quand même très curieux. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le musée Soulages. Bon, pour que vous voyez rapidement, voilà. Donc une des caractéristiques du musée Soulages, il fait donc 6000 m². Il est bardé de cortène. Le cortène, c'est un métal qui s'auto-oxyde avec le temps. Nous, on l'a oxydé. Il y a RCR qui fait ce cortène. Il y a un architecte formidable aussi, absolument fantastique, qu'on va inviter bientôt au musée, c'est Rem Koolhaas, qui lui travaille sur le cortène. Et cette matière aussi, qu'on a choisie, du cortène à l'extérieur qui rappelle les brous de noix, voilà, que je vous ai montré tout à l'heure, et à l'intérieur, on a un métal noir qui est plus ou moins mat, plus ou moins brillant. Et donc la question était de savoir, quand on faisait le musée, voilà, par exemple, vous avez des murs de métal ici, le sol est de métal, c'est noir. Comment on pouvait jouer noir sur noir? Et c'est vrai que tant qu'on n'avait pas mis les œuvres sur les murs, c'était assez hallucinant. Et il y a aussi une des caractéristiques du musée, c'est qu'il n'y a absolument il n'y a pas de simèse.
toutes les œuvres sont suspendues, à l'exception de celle du milieu, bien sûr, qui est tendue sur des câbles. Ce noir, ces outres noirs, ça c'est la salle outre noire, sont des aimants. Et Rem Koolhaas fait la même chose aussi. Il a inventé ce système. Voilà, et c'est là-dessus que je voulais terminer. Ah ben non, je ne l'ai pas. Je pensais l'avoir. Alors, je regarde s'il y est. Non, il n'y est pas. Je voulais vous montrer une dernière photo, mais elle n'a pas enregistré, donc, mais je voulais dire ce que c'était. Soulages, donc pour comprendre l'histoire du noir de Soulages, c'est qu'il y a différentes variétés de noir, même si son œuvre peut paraître beaucoup plus monolithique que l'œuvre qu'on a vue de Marthe Véry. Il y a quand même toujours des variations, il y a des tremblements un petit peu dans sa création, et surtout il y a plusieurs techniques. Parce que Soulages, c'est un insomniaque, en partie autodidacte. Il va vous expliquer comment on fait du whisky, il va vous expliquer comment fonctionne un moteur à hydrogène, il va vous expliquer tout un tas de choses comme ça. Et on dit de Soulages qu'une mobilette en panne au fond fin du Ténéré, il vous la réparerait. C'est pour dire que Soulages, fils d'artisan, il aime la technique, il aime l'expérimentation, qui sert en fait ses propres pensées, et très progressivement, parce que Soulages, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, il a acquis, depuis 30 ou 40 ans, il a rencontré des gens, il a acquis des connaissances, ça c'est très intéressant, et depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, c'était à ça que je voulais terminer là-dessus, il s'intéresse à l'astrophysique. Et donc, moi je travaille actuellement avec Daniel Kunt, qui est un astrophysicien, et on s'intéresse de plus en plus justement au noir, au fameux trou noir, au noir et aux particules. Et la spécificité, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est très complexe. Et puis je ne suis pas armé pour ça, mais il faut savoir que dans le noir absolu, hein, il y a toujours aussi des brillances, c'est ce qu'on appelle les caustiques. Donc on prépare quelque chose actuellement où il n'y aurait pas de peintre justement, il y aurait peut-être Soulages, mais pas de peintre, pour comprendre toutes les matières du noir qui brillent et qui ramènent de la lumière. Voilà. J'ai fait aussi court que possible. Je crois, Arnaud, que j'ai tenu mes 50 minutes. Voilà. Donc je suis à votre disposition. Bonjour, je me demandais quel rapport il entretenait avec le blanc, en fait. Alors, moi je pense que si le blanc est natif, c'est-à-dire que, par exemple, quand il a peint, si on vous vend un Soulages, à l'exception de celui que je vous ai montré tout à l'heure, avec un fond de toile écrue, vous faites rouler, parce qu'il prépare toujours au blanc de zinc la surface. Mais le blanc, c'est une sorte de mur, c'est exactement comme le mur d'une pala. Vous voyez, le pala, c'est pour la pelote basque. Vous avez besoin de ce blanc pour que la lumière rebondisse. Donc des fois, il lui arrive de peindre en blanc. Mais pour moi, c'est pas bon. Et d'ailleurs, ça fait partie, il en a fait très peu. Pour ceux qui ont vu l'exposition, c'était il y a 7-8 ans au Musée des Beaux-Arts à Lyon. Et moi, je n'étais pas du tout convaincu par le blanc. Je ne sais pas si ça vous va comme... C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose de peindre en blanc sur une surface noire que de faire quelque chose qui est, par exemple, en défonce, par exemple. Si vous regardez, ça n'a rien à voir, mais si vous regardez, par exemple, les grandes gouaches de Gilles Barbier, il n'y a pas de blanc. C'est-à-dire que tout est fait, il a ménagé le blanc est toujours resté en réserve. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis surtout, ce n'est pas du tout le même système de pensée. Donc voilà, Soulages, il ouvre les fenêtres et il fait rentrer la lumière. Contrairement à Franz Klein, oui. Qui peint parfois blanc sur noir, noir ouais. sur blanc. J'avais une question. Je voulais savoir si, à votre connaissance, dans les tableaux outre noir, il peignait avec différents noirs, différentes oui. couleurs noires sur un même tableau. Oui. Parce que je ne suis pas surprise qu'en faisant des gestes différents, on peut avoir une luminosité différente du noir. Ça ne me surprend pas. Mais je ne sais pas s'il mélange les noirs, les couleurs noires. Alors, la vérité,
je suis très souvent dans son atelier. Donc il a plusieurs bidons de noir de qualités différentes. Mais il n'en a pas tant que ça, dans le fond. Il n'y en a pas tant que ça. Et après, c'est aussi la manière dont il travaille, de la manière dont il utilise l'outil, quoi. Il y a des outils... c'est assez fascinant de voir les outils qu'il récupère. Il y a des outils qu'on pourrait trouver sur les planches de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. D'ailleurs, il y a des objets du XVIIIe siècle. Il adore les outils et qui lui servent à faire ces choses. Mais en effet, il y a plusieurs variétés de noir. Mais vous n'avez pas répondu. Ah, Ma question, c'était sur le même tableau. Est-ce qu'il y a plusieurs noirs sur le même tableau? moi, je pense que oui. Mais plutôt sur des polyptyques. C'est-à-dire que quand il fait un polyptyque, il la traite d'un noir, de l'autre. Mais je ne suis pas certain que sur le même tableau, le noir soit différent. Ouais. Ouais. Parce que je rebondis parce que sur certains tableaux, là, il y a les... c'est pas le même médium. Alors, tu parlais d'acrylique tout à l'heure. Oui. Alors, je pense que dans les noirs, il y a des acryliques, il y a des huiles. Oui. Et qui... Et il fait huile et acrylique au même moment, au début des années 2000. Ouais. Donc on voit aussi ces différences de noir aussi. Alors, c'est la différence, et puis c'est pas le même objet. Parce qu'il y Non, bien sûr. il y a l'huile qui nous amène à être absorbée, Ouais. en tout cas, et puis il y a l'acrylique qui, elle, c'est du plastique, c'est la frontalité même, c'est les peintures, c'est toutes les peintures qui nous font face, c'est-à-dire qu'ils ne nous laissent pas l'espace, c'est plus la même histoire, c'est ça que je veux dire. Mais dans les années 68, 69, Soulages qui fait des expérimentations, il peint avec de la peinture qui sert à peindre le Kevlar sur les bateaux, par exemple. Ouais. Et donc là, on le voit très très bien. Ouais. C'est des peintures sur toile. Alors, regarde, je ne veux pas rentrer sur le détail de la préparation des toiles, mais on voit très bien ces différences. De toute façon, Soulages, il a été extrêmement excité quand il... D'ailleurs, c'est marrant parce que... c'est pour Sandrine. Et alors, des fois, il parle des jeunes. Alors, les jeunes, c'est Claude Viala, c'est Daniel, c'est... Mais je lui dis, mais Pierre, ils ont 87 ans, 88 ans, mais pour eux, c'est les jeunes, parce que eux, ils ont la trentaine bien tapée, et quand Soulages, lui, il a carrément carte vermeille, parce qu'il a plus de 50 ans, quoi. Et donc, il y a une remise en cause, c'est la fameuse, moi je trouve que c'est la plus intéressante des expositions de Pierre Soulages, qui est très surprenante, c'est l'exposition de la Galerie de France en 1972, avec justement ces formes d'écriture, ces onciales absolument somptueuses, des couleurs, etc. Donc, le support, la surface, le blanc, le noir, la manière de découper une forme dans l'espace, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les peintures de Soulages, quoi. Et c'est très intéressant. En tout cas, faut pas voir Soulages comme quelqu'un, et certes il est très âgé, il a un côté un peu Mathusalem, bien sûr, mais il faut le voir comme quelqu'un qui a une ouverture assez incroyable et qui, comme tous les autodidactes, il s'est vraiment documenté par lui-même. Beaucoup de c'est Soulages qui vous fait parler comme ça? Comment? Quelqu'un a des questions? Il y avait des mains levées tout à l'heure au début. Oh oui. Il faut l'expérience physique d'aller voir des Soulages, venir à Rodez, boire du vin et manger de l'aligot. C'est ce que c'est que l'aligot, ça se tire comme ça, et de la saucisse. Voilà. Bien. Donc il n'y a pas d'autres questions? Pas sur Soulages, c'est très, très rapide. Qui est l'architecte du musée Alors c'est Soulages? 3 architectes. Attends. Voilà. Ces 3 architectes, ce sont les Hercer. C'est Ramon Villalta, Carme Piguem et Rafael Aranda. Plus Gilles Tréguet. Et ils sont catalans. Ils sont à Olot. Olot, c'est au nord de Gérone. Et ils travaillent depuis maintenant une trentaine d'années sur le métal. Et il faut comprendre que c'est à Olot qu'on a fabriqué toutes les architectures, toutes les pièces de mécano des différentes expositions universelles.
Donc ils ont véritablement, d'abord c'est des Catalans et pas des Espagnols, surtout ne vous trompez pas. Et d'autre part, c'est des gens qui ont une formidable... ils ont des talents d'architectes très forts avec l'utilisation du métal. Il faut savoir que là, il y a des voiles de béton dessous. Mais au départ, on pensait même pouvoir croiser, faire un bâti de métal et de plaquer les plaques de Corten. Les plaques de Corten font jusqu'à 2 cm d'épaisseur. Et nous, on a fait vieillir le Corten de manière... on a accéléré le vieillissement du Corten. Le Corten a une durée de vie, la garantie décennale est de 200 ans. Donc autant dire qu'on mangera les pissenlits par la racine depuis bien longtemps, quand il y aura des problèmes, quoi. Et donc, les RCR ont fait ce travail avec Pierre Soulages, parce que, bon, c'est pas le sujet, mais ce qui était très intéressant, c'était d'avoir Pierre Soulages tous les 3 mois au musée, quoi. Et c'était très intéressant parce qu'on se rendait compte que Pierre Soulages, autant il définissait bien la matière, mais il définissait pas l'espace. C'est-à-dire que Pierre Soulages a du mal à lire un plan et à lire le volume. Donc on a avancé le musée, on a percé des portes parfois, des fois on peut percer 4 portes au lieu de 2, pour être bien sûr que ça correspondrait bien comme un gant en fait à la présentation des œuvres. Voilà. Et alors les RCR, ils ont obtenu le prix Pritzker en 2017. Donc les gens qui viennent à Rodez, c'est à peu près 140 000 visiteurs par an, les gens qui viennent à Rodez, ils viennent aussi parce qu'il y a un tourisme architectural sur l'architecture contemporaine. Voilà. Et donc, moi j'ai eu la chance d'avoir en visite, il est décédé il y a quelques années, Paul Andreu, qui avait concouru pour ça, Jean Nouvel, Barani, tous ces gens-là sont passés, quoi. Il y a 100 architectes ou cabinets qui se sont présentés pour faire ce musée. C'est vous qui avez choisi les architectes? Non, moi je suis arrivé juste après. Par contre, c'est moi qui ai fait tout le travail de conformité à l'intérieur, la scénographie. Il n'y a pas de scénographie. Nous, moi je dis, c'est l'exposition qui n'arrête jamais. C'est-à-dire que quand je vais voir Soulages, je lui dis ça, je veux changer. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? Ah ben oui, on pourrait faire comme ci, comme ça. C'est-à-dire que quand on rentre au musée, même dans les collections permanentes, c'est quand même sur 1500 mètres carrés, ça change tout le temps. Et on a une salle d'exposition temporaire de 550 mètres carrés aussi, puisque l'artiste a dit un musée personnel, c'est la certitude qu'on va s'emmerder au bout de 2 ans. Un musée monographique. Donc la salle d'exposition, elle sert absolument à tous les artistes et tous les mouvements et pas du tout en rapport et souvent sans aucun rapport avec Pierre Soulages. Donc du contemporain et du moderne, du contemporain et du moderne. Voilà. C'est un peu l'idée de ce musée. Est-ce que c'est Soulages qui a choisi les architectes? Oui, entre autres. C'est-à-dire Pierre Soulages, des architectes. Donc c'était, comment il s'appelle, celui qui a bâti, je connais que lui, celui qui a bâti le ministère des Finances à Paris, qui était avec Castro, communiste. Ben c'est lui qui était président du jury. Il n'y a pas de secret, hein, si on veut faire des choses bien, il faut surtout qu'il y ait des spécialistes, pas trop d'élus. Oui, mais c'est totalement une évidence. Sinon, ils vont vous mettre des trucs horribles, quoi. Comme par exemple quand on a voulu faire le restaurant, moi j'ai réuni un jury avec que des chefs, c'est-à-dire Pierre Gagnère, Guy Savoie, etc. Et donc j'étais sûr d'avoir un très bon restaurateur, et donc j'ai eu Michel Brasse, voilà, qui avait René. Il n'y a pas de secret, si on veut que les choses se passent bien, il faut amener du professionnalisme aux gens, leur apporter gentiment, mais pas faire le contraire, parce que après c'est la catastrophe, quoi. Voilà, allez, je cède la place à Francis. Francis, à toi de jouer.